Bonjour, aujourd'hui on vous emmène au quartier du Biolay où habitent Christelle et Georges qui nous reçoivent pour un temps de parole entre mamans. Allez, venez, je vous invite. Alors nous voici ici chez Christelle et Georges que je remercie de leur accueil, sans quoi cette séquence aurait été tout autre. Nous sommes réunis ici pour partager des récits de naissance naturelle ou pas, grâce à ces mamans qui sont derrière moi et qui ont fait le chemin pour venir jusqu'à nous. Je les remercie aussi de leur attention. Deux sages-femmes, Annabelle Haquet et Marion Nicolas, qui sont sages-femmes, une en Savoie, une en Isère, ont répondu présentes pour ce plateau TV. Je les remercie parce qu'elles se sont libérées de leur obligation pour nous. Et elles vont nous aider à comprendre la biologie d'une naissance, les endorphines, les hormones, les différentes phases d'un accouchement. Voilà. On te remercie, Émilie, pour cette invitation. De rien. J'espère qu'on va pouvoir contribuer à aider les futurs parents ou les parents passés à cheminer sur ce qu'ils ont vécu ou sur ce qu'ils vont vivre prochainement. Merci. À l'heure où la péridurale, appelée familièrement péri à la côte, les femmes accouchent encore, oserais-je dire, naturellement. Comment expliquez-vous ce phénomène? Annabelle, Marion, éclairez un peu ma lanterne parce que je suis un peu perdue. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir différentes façons de considérer qu'un accouchement est naturel. On emploie volontiers le terme de physiologique et d'eutocique. Donc un accouchement, une naissance eutocique, c'est lorsque tout se passe bien, sans complications, ni pour la mère, ni pour le bébé qui naît à ce moment-là. Quand on est sur une naissance physiologique, naturelle, c'est lorsque non seulement c'est eutocique, que tout va bien pour la mère et l'enfant, mais qu'il y a en plus un respect de tous les processus qui se mettent en place naturellement, d'un point de vue hormonal, d'un point de vue mécanique, dans le corps de la mère, et qu'aucune intervention, notamment aucune analgésie ou anesthésie, ne vient entraver ce déroulement. Alors, je vais m'adresser à Marion. La péridurale, c'est quoi cette bête-là? Comment on la pratique, comment on la pose, quels sont ses effets? Je m'attendais plus à te parler d'accouchement naturel que de péridurale, mais allons-y. Mais comme elle a la cote, il faut expliquer ce que c'est. La péridurale, c'est une technique d'anesthésie qui peut être utilisée pour plein d'autres choses que pour un accouchement, mais c'est vrai que c'est la technique la plus utilisée pour l'accouchement. Elle permet de soulager la douleur, mais en fait, elle change aussi plein de choses dans le déroulement de l'accouchement parce qu'elle va, si tu veux, ça va changer la sécrétion hormonale de la maman, en particulier parce que c'est la douleur que ressent la maman qui provoque la sécrétion d'endorphines, des hormones qu'on sécrète pour justement avoir moins mal. Et quand on sécrète plus ces endorphines, eh ben, on se retrouve pas dans le même état dans notre cerveau, on va du coup pas sécréter nos hormones de l'accouchement de la même façon. Donc, on va dire, la plupart du temps, la péridurale va freiner le déroulement de l'accouchement et va entraîner derrière l'obligation de mettre une perfusion avec des hormones artificielles pour justement contrecarrer les hormones qu'on ne sécrète plus naturellement. D'accord. D'accord. Vous, Bérénice, vous êtes auxiliaire péricultrice. Vous avez 2 enfants, une enfant qui est née dans un grand hôpital, voilà, de la région, et le petit dernier qui, lui, est né dans une maternité un peu plus petite.
Qu'est-ce qui a influencé votre projet de naissance? Je parle de projet parce que parfois on a un projet de naissance et on n'arrive pas au bout. Pour la première, par exemple. Pour la première, j'avais un projet de naissance naturel, mais j'ai eu une grossesse pathologique, donc avec des problèmes d'hypertension. Donc du coup, j'ai été dirigée plutôt vers un gros hôpital en fait pour être suivie pendant ma grossesse. Et du coup, c'est vrai que pour mon accouchement, j'ai pas pu respecter mon projet de naissance parce que on m'a moins écoutée, je pense, on a moins respecté mon projet. Et du coup, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on m'a un peu volé mon accouchement de ma première. En fait, on n'a pas respecté mes choix, on m'a pas fait confiance dans mon accouchement, on m'a pas laissé écouter mon corps. Et j'en ai eu même des conséquences pathologiques derrière. Donc c'est vrai que pour mon deuxième, ça a été d'autant plus important pour moi de choisir ma maternité, de choisir comment je voulais accoucher et qu'on respecte mon projet de naissance. Et c'est vrai que j'ai accouché là où je travaillais, donc je savais que mes collègues, elles respecteraient aussi un peu plus mon projet de naissance. Donc j'ai pu avoir un accouchement physiologique comme je le voulais pour mon deuxième. Et l'entourage? Qu'est-ce qu'on a dit l'entourage? Moi j'ai une maman qui a eu 4 enfants sans péridurale. Donc pour moi ça a toujours été naturel en fait j'ai toujours dit que j'accoucherais sans péridurale. C'est pas quelque chose qui me paraît incroyable, ça me paraît juste être normal. Et la femme, je pense qu'elle est faite pour accoucher sans péridurale, en fait. Tout à fait. Quand ça n'existait pas, on avait des bébés et on y arrivait très bien. Donc je pense que c'est bien parce que médicalement, des fois, on peut en avoir besoin quand un accouchement, justement, il n'est pas eutoxique et qu'il y a des choses qui se passent pas comme ça devrait. Ça doit sauver beaucoup de bébés, mais je pense qu'on devrait permettre aux mamans de s'écouter un peu plus leur corps aussi. D'accord. Et vous, Elsa, vous avez voulu avoir un projet de naissance naturelle à la maison pour votre premier bébé, Auguste. Et comment ça se fait que ça ne s'est pas déroulé exactement comme ça le devait? Eh bien, en fait, quand on décide de se faire accompagner par des sages-femmes à la maison pendant toute la grossesse, on est informé de différents points qui vont nous amener à la maternité si ça ne se déroule pas correctement, comme il faut. Et du coup, je savais que si le liquide amniotique était teinté pendant le travail, il faudrait aller à la maternité et c'est ce qui est arrivé. D'accord. Le travail était, on peut dire, presque terminé et on est parti à la maternité et le bébé est né un quart d'heure après être arrivé à la maternité. D'accord. Parce que le liquide amniotique était teinté. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Annabelle, un liquide amniotique teinté? Alors, il peut arriver que pendant le travail, de manière plus exceptionnelle pendant la grossesse, mais plus souvent c'est pendant le travail, le bébé émette des selles, les selles du fœtus, c'est le méconium, dans le liquide amniotique, et à ce moment-là, le liquide amniotique se teinte avec les selles, donc on dit que c'est un liquide teinté. Du coup, au lieu d'être translucide, il va devenir un peu marron ou parfois un petit peu vert. Des fois, il prend vraiment la consistance du méconium et à ce moment-là, on dit que c'est un liquide méconial. Alors, le plus souvent, on ne sait pas pourquoi le liquide est teinté, mais on retrouve quand même un certain nombre de fois où le liquide s'est teinté ou est devenu méconial parce qu'il y a un moment où le bébé a pu manquer d'oxygène et ça peut être le signe d'une complication pour l'enfant à naître. Donc effectivement, il est indiqué de ne pas poursuivre l'accouchement à la maison, et de s'orienter vers une maternité, même si le projet initial était un AAD, un accouchement à domicile, quand le liquide est teinté. Voilà. Et vous, Delphine? Il y a eu un projet de naissance, je crois, pour la petite dernière, mais pourquoi il y a eu ce projet de naissance naturel à la maison pour la petite dernière? Parce qu'il y en avait eu 2 avant qui étaient nés à la maternité de Chambéry. Il y a eu plusieurs années qui se sont déroulées entre les naissances. Voilà, entre les naissances, entre le premier et la troisième. Et ça s'est imposé à moi au final, pendant la grossesse de cette petite dernière. La naissance de mon premier, c'était pas passé comme je l'imaginais. Comme on a du mal à l'imaginer, en tout cas moi j'avais du mal à l'imaginer finalement, étant jamais passé par là. Et j'avais dans l'idée de ne pas avoir la péridurale, et puis finalement ça a été plus médicalisé que je m'attendais, mais il est passé par voie basse. Et forte de cette expérience, j'ai eu envie de me former un peu plus déjà
maintenant que j'avais déjà connu cette expérience-là. Et du coup, le deuxième, j'ai accouché à la maternité sans péridurale. Et ça a été une expérience très très forte pour moi, assez unique, vraiment qui m'a connectée à ma puissance de femme qui enfante, qui fait ça depuis la nuit des temps, lorsque ça se passe bien. Et ça m'a donné envie que pour un troisième à ce moment-là, que ça se passe aussi bien. Et puis pendant la préparation, je ne pensais pas accoucher à domicile, et c'est pendant que j'étais enceinte, je me suis préparée avec une sage-femme, ça c'était aussi une première, avec une sage-femme qui fait des accouchements à domicile. Dans l'idée d'être vraiment suivie par quelqu'un qui connaît si bien la physiologie de la femme qui accouche, pour ma connaissance à moi, pour pouvoir poser sa tête pendant l'accouchement et vivre, vraiment le vivre pleinement. Et puis en fait, au fur et à mesure de la grossesse, en étant accompagnée de cette manière-là, avec autant de subtilité, autant d'expérience, ça m'a paru en fait naturel de continuer d'aller en fait d'accoucher à la maison, quoi. Et c'était une bien belle expérience parce qu'en plus le papa a aussi embrayé le pas et m'a accompagnée dans ce projet-là. D'accord. Et vous m'avez dit quand on a préparé l'émission que les deux aînés avaient fait un petit bisou à la petite sœur qui venait de naître avant d'aller à l'école. C'était très synchro. Elle est née à 8h20 et petit bisou et ils sont partis à l'école avec sans doute beaucoup de choses à raconter à leurs copains à la récréation. Ils avaient aussi des fois raconté qu'ils ne connaissaient pas le prénom de leur petite sœur parce qu'elle n'en avait pas à ce moment-là. D'accord. Ils ont appris le prénom en rentrant à midi. D'accord. Ça a dû être une bien belle expérience en tout cas. J'ai dans tous les récits, il y a un produit qui est utilisé lors des naissances médicalisées qui s'appelle l'ocytocine. Ça fait c'est un peu le produit super connu avec un peu la péridurale. Qu'est-ce que c'est l'ocytocine et quels sont les effets de ce produit-là, Marion? L'ocytocine artificielle, puisque en fait ça a le même nom que l'ocytocine qu'on fabrique dans notre corps. L'ocytocine, c'est le nom de l'hormone. L'ocytocine artificielle, du coup, c'est un médicament appelé Syntocinon. Qu'est-ce que c'est? C'est la même chose, mais juste produit artificiellement. Et à la différence que, en fait, nous, on la sécrète dans notre cerveau, cette ocytocine, et du coup, elle va circuler à la fois dans le cerveau et à la fois elle va passer dans notre sang, donc elle va avoir des effets, on va dire, liés au fait qu'elle soit dans le cerveau, sur l'attachement qu'on va avoir à notre bébé, par exemple, c'est vraiment l'effet de l'ocytocine, et sur notre état émotionnel à ce moment-là. En revanche, quand on nous injecte de l'ocytocine artificielle dans le sang, ça n'a pas d'effet sur notre cerveau. Il faudrait nous l'injecter dans le cerveau si on voulait vraiment que ça ait le même effet que celle qu'on fabrique. Et heureusement, on ne le fait pas. Parce qu'en fait, c'est appelé l'hormone de l'amour, l'ocytocine. Oui, celle qu'on fabrique, nous. Celle qu'on fabrique, vous. Bah oui, parce que pour avoir l'amour, là, c'est dans le cerveau. Voilà. Oui, au fait, l'ocytocine, c'est pas exclusivement lors de l'accouchement. Non, ça peut être pendant un acte amoureux, par exemple. Voilà, et les hommes également. Hein. Oui, tout à fait. Un acte amoureux ou un acte... de câlin. Voilà, un hug, comme disent les Américains. Ça peut être la mamie qui retrouve son petit chien qui était parti quelques jours en escapade, qui était très inquiète. Elle le prend dans les bras et elle aussi, elle va synthétiser l'ocytocine. D'accord. Donc, le chien aura de l'ocytocine. Mais c'est effectivement lié à l'amour, à l'attachement. Et on a encore plein de découvertes à faire probablement sur les effets de cette hormone. Mais ça va bien au-delà de juste donner des contractions pour permettre l'ouverture du col pour que le bébé naisse. Hein. C'est bien au-delà, oui. D'accord. Il y a quelques semaines, j'ai flâné au marché de Chambéry avec ma caméra, mon micro, et j'ai posé une question toute simple aux gens que je croisais. Auriez-vous peur de faire naître votre enfant chez vous, à la maison, dans votre home sweet home? Les gens répondent et leurs réponses sont très jolies. Je vous laisse regarder et écouter. Bonjour, alors merci de nous accorder un petit peu de temps. Voilà, on réalise un reportage sur les naissances naturelles. On aimerait avoir votre opinion sur les naissances à la maison. Est-ce que vous êtes pour, contre?
Auriez-vous une peur de réaliser ce moment-là chez vous? Alors, je vais vous dire que je suis ni pour ni contre. Personnellement, pour moi, j'ai pas accouché à la maison et heureusement parce qu'il y a eu des complications. À partir du moment où ça se passe bien, si l'environnement est adapté et que vous êtes bien entouré, c'est très bien. Moi personnellement j'ai eu 2 garçons et j'aurais vraiment mieux vécu mes grossesses si j'avais accouché à la maison. Parce que pour moi c'est vraiment le point d'orgue naturel de vivre voilà, cette expérience d'accoucher en sérénité. Et... C'est quelque chose de très... d'ancestral, de naturel, et des milliards de femmes ont dû passer par là depuis des siècles et qu'elles y sont arrivées. Maintenant, c'est sûr qu'il y a aussi des cas où on est heureux d'avoir toutes les infrastructures qu'on a aujourd'hui, donc je pense qu'il faut le voir au cas par cas. Enfin, c'est tellement technique que ça peut déplaire aussi aux mamans, et une naissance naturelle à la maison, ça peut être un moment magique. Mais bon, pour ma part, heureusement que j'étais à la maternité. Ça m'aurait fait très plaisir d'accoucher à la maison de ma petite pépette, avec plaisir. C'est plus cadré en hôpital, en maternité. C'était ma première, donc je pense que c'est plus rassurant aussi. J'ai une grossesse normale et que je suis entourée ce jour-là, je trouve que ça pourrait être beau. Et que c'est quelque chose de très naturel. Alors oui, aujourd'hui, je trouve que c'est très médicalisé et pour moi, ça l'a été. En même temps, en ce qui me concerne, c'était aussi important que ça l'est. Je sais qu'elle ne me le demandera pas, mais je suis pas du tout opposé. J'ai une collègue qui l'a fait. C'est chouette. Ça me va. Surtout, je suis totalement contre parce que personnellement, j'ai choisi d'accoucher dans un milieu hospitalier et j'ai été très inspirée parce que je crois que mon fils aîné ne serait pas en vie actuellement si on n'avait pas eu tous les moyens techniques et tout ce qu'il fallait pour assumer les problèmes de l'accouchement. Voilà, donc c'est vraiment hôpital, un point c'est tout. Pas très longtemps dans notre village là-bas, dans un hôpital, il y a eu 3 décès en l'espace d'1 an pour des gens qui rentraient normalement. Ça devrait toujours être comme ça. Et effectivement, je trouve qu'en plus aujourd'hui, la manière dont l'accueil des nouveaux parents se fait au niveau des maternités laisse pas mal à désirer. Et il me semble que c'est un moment assez important dans la vie d'un couple et aussi de l'enfant, évidemment, la naissance. Et il me semble vraiment important de ne pas en être dépossédé, justement. Non, je n'ai pas pu le vivre, mais j'aurais bien voulu. Est-ce qu'il y avait des peurs? Non, c'est que là où je vivais à l'époque, ça ne se faisait pas. D'accord. Voilà. Et quelle est votre opinion sur les femmes qui le font? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Il faut que ce soit bien entouré, bien sûr, bien encadré. Mais je pense que c'est le meilleur endroit où on peut mettre au monde son enfant dans la tranquillité, pas avec le froid quelque part de l'hôpital, l'environnement aseptisé. Aujourd'hui, c'est plus elle qui accouche, c'est l'obstétricien, c'est les femmes, les sages-femmes qui accouchent. C'est sous péridurale, c'est anesthésié, enfin, c'est carrément... c'est plus un corps qu'on a, c'est... je sais pas, c'est un incubateur, donc voilà, c'est terrible ce que je dis, mais voilà, moi je pense que si j'avais pu sentir... alors peut-être que oui, peut-être que moi j'ai eu 2 césariennes, peut-être que si effectivement le risque avait été là, je pense que les femmes elles auraient agi, enfin la sage-femme qui était à côté de moi ou la dame qui m'aurait accompagnée ou me serrait la main, m'aurait dit, bah voilà, on prend le risque de faire une césarienne maintenant tout de suite. Je pense que voilà, moi j'ai fait un baby blues pendant 1 an. J'ai été dépossédée de la relation avec mon fils pendant 1 an. C'est très difficile de parler devant la caméra de ça. Mais voilà, c'est quelque chose, voilà, depuis la nuit des temps, les femmes, elles devraient récupérer cette capacité d'avoir le choix et de ne pas être orientées dès qu'elles sont
enceinte, vers une clinique privée. Voilà. Le mieux, c'est d'accoucher chez soi, là où on vit, en fait, dans son lieu de vie. Merci beaucoup en tout cas pour votre sincérité. Voilà, nous avons donc regardé cette petite vidéo. Qu'en avez-vous pensé, mesdames les mamans? Je m'adresse aux mamans d'abord. Qu'est-ce que ça vous a remué un peu, ce que disaient certaines personnes? Vous vous êtes retrouvées? Ça fait écho en vous ou pas du tout? Vous êtes étonnée de la réaction? Moi, je pense à cette dernière dame là qu'on a vue, qui a donc vécu des césariennes. Moi-même, j'ai vécu une césarienne et moi-même, c'est assez dur. C'est juste voilà, la dépossession de l'accouchement, quoi. J'ai pas l'impression d'avoir accouché. Ok, mon bébé est sorti de mon corps, mais c'est pas moi qui l'ai mis dehors. Pardon. Il n'a pas décidé de naître non plus. Et ça, voilà, c'était il y a 1 an, c'est encore assez frais, quoi, mais voilà, c'est encore assez dur. C'était pour Lucien, c'est ça? Ouais. Pour le petit deuxième? C'est ça. Comment a été justifiée cette césarienne par l'équipe médicale? Il s'est pas retourné, il était en siège. Ah, d'accord. Et sa tête était supposément trop grosse pour passer dans mon bassin. J'aurais bien aimé qu'il passe de manière naturelle, bien sûr, et ils m'ont menacé de vie ou de mort pour moi ou pour mon enfant si on faisait pas une césarienne programmée. D'accord. Donc voilà. Parce qu'il y a différentes formes de siège. Le siège complet, le siège découplé. Oui. Annabelle. Après, c'est vrai que effectivement, le pronostic est plus favorable en fonction de si c'est un siège de type décomplété ou un siège de type complet, mais quel que soit le type du siège, la dimension de la tête et ses mesures par rapport aux mesures qui sont prises du bassin, ça va être ça qui va faire décider si il est plus prudent de réaliser une césarienne programmée, parce qu'effectivement, une fois que le siège s'est engagé, si la tête est retenue, c'est là qu'on peut avoir des accidents, et effectivement, on ne peut plus parler d'accouchement à bas risque et envisager un accouchement à domicile ou un accouchement dans une structure démédicalisée comme une maison de naissance ou un plateau technique lorsque le fœtus est en siège, et déjà donc il y a ce risque de le siège ou à basse, et ce risque doit être mesuré, et parfois effectivement, donc c'était le cas pour le petit Lucien, pour Elsa qui vient de parler, quand on craint que la tête soit retenue au-dessus du bassin, on peut effectivement parfois engager la vie du bébé, hein, donc il faut savoir prendre une décision qui est sage, et après il y a le cheminement pour accepter cette naissance-là, et effectivement ça peut prendre du temps, et on le voit aussi d'ailleurs sur le témoignage de cette femme, hein, qui s'essuie le coin de l'œil après avoir témoigné. C'est jamais facile de se retrouver dans une naissance où on n'a pas été en pleine possession de ses moyens, et ça peut être le cas pour une césarienne. Mais ce qui est important aussi, et ce que j'aimerais bien faire comprendre au grand public, parce que je pense qu'on n'en a pas assez conscience, c'est que parfois il y a des mamans qui, quand on regarde le dossier, ont eu un accouchement tout à fait normal, elles ont eu une péridurale, le bébé est né normalement, il n'y a pas eu besoin de forceps ou de ventouse, il n'y a pas eu d'intervention, tout s'est bien passé sur le point de vue médical pour la mère et pour l'enfant, et du fait de la péridurale, la mère peut avoir cette impression d'avoir été dépossédée de cet acte de donner la vie, et du coup derrière avoir besoin de faire tout un cheminement psychique pour réadopter au fait ce moment de la naissance qu'elle n'a pas pu vivre pleinement à cause de cette analgésie péridurale, cette anesthésie. Et vous, Elsa, qu'est-ce qui vous a manqué pour bien accepter de cette césarienne? Du temps? Vous auriez préféré que le travail ait commencé, que ce ne soit pas une césarienne programmée? Qu'est-ce qui vous a bloqué dans ce cheminement dont parle Annabelle? Parce que c'est très très puissant encore aujourd'hui. C'est une plaie complètement ouverte, d'après ce que je comprends. Je trouve ça juste... c'est mal fichu, quoi. Mais c'est comme ça, enfin, c'est l'acceptation.
c'est la frustration. J'avais un projet d'accouchement à domicile pour le premier, pour le deuxième, pour Lucien aussi. Enfin, jusqu'au moment où on a essayé de le retourner jusqu'à tard, quoi, pour pouvoir accoucher à la maison. C'est juste de la frustration, de ne pas, l'impression d'avoir vécu 2 échecs. C'est l'acceptation, je pense, c'est le temps qui fera le boulot, quoi. D'accord. Christelle, vous avez aussi eu une césarienne. Comment ça s'est passé pour Ilan? Oui, alors mon premier enfant est né par césarienne. Là, par contre, moi, j'étais pas dans la démarche. J'avais réalisé un projet de naissance à la maternité en me disant si c'est possible, peut-être sans péridurale, on verra bien si j'y arrive. Mais j'avais aucune information, aucune notion de ce dont on vient de parler, que j'ai découvert pour la 2e grossesse. D'accord. Et cette césarienne, c'était à peu près catastrophique de bout en bout. Je suis allée 2 fois à la maternité et il y avait beaucoup de monde. Donc on m'a renvoyée à la maison. Et puis là par contre, moi, je pense qu'elle était justifiée parce que j'ai vécu... comment décrire Il y avait une histoire de grande angoisse sur une contraction qui ne relâchait plus. Et c'est pour ça qu'on est parti en urgence à la maternité. 4e sans ascenseur, ça s'est tout décontracté le temps que j'arrive à la mat. Mais à la maternité, il y a eu de nouveau cette contraction qui ne relâchait plus. Et effectivement, au monitoring, le cœur du bébé chutait. Donc là, par contre, on était seul avec le papa dans la salle d'accouchement. On attendait l'anesthésiste. Et donc, j'ai dit à mon conjoint d'aller chercher quelqu'un, une petite jeune femme est arrivée, s'est mise à hurler « Code rouge !» Et du coup, en quelques instants, j'étais au bloc opératoire. Et... ça a été le code rouge, quoi. C'était le code rouge. Donc là, moi, je considère qu'elle était pleinement justifiée. Par contre, je pense que selon l'accompagnement et le cheminement des mamans, il peut y avoir moyen de vivre ça autrement, oui. Mais c'est vrai que parfois, il manque de temps pour préparer une maman à une césarienne. Si on ne peut pas lui donner le temps pour chambiner et accepter, elle reste un peu sur sa fin. Le temps de se préparer à une césarienne, parce que moi j'avais toutes les éventualités en tête. C'était plutôt l'information qu'on offre aux mamans. L'information qui est donnée à la femme enceinte, elle est tellement succincte, elle est tellement légère que du coup on peut passer pour beaucoup d'entre nous à côté de certaines choses. Oui, c'est vrai qu'il y a des petites jeunes de 24 ans par exemple qui ne savent même pas ce que c'est un périnée. Je le sais, je l'ai vécu. Mon obstétricienne me parlait de ça, je me dis de quoi elle me parle? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors, à un moment je lui dis mais faites-moi un schéma, je comprends pas, parler de quoi? Donc elle a sorti son stylo et tout, elle a fait tout un petit schéma et voilà. Alors, est-ce que quelqu'un veut réagir encore à cette vidéo? Marion? Oui, Qu'est-ce que tu as parlé dans cette vidéo? Moi, il y a 2 choses qui m'ont un peu interpellée. D'un côté, j'ai été vraiment touchée en fait, de voir qu'il y a pas mal de personnes qui réagissent positivement en se disant bah, j'aurais bien aimé, je ne m'attendais pas à ça en fait, parce que voilà, moi dans la façon dont j'ai vécu ces projets-là, j'avais plutôt l'impression, à part effectivement bien sûr des femmes que je connaissais qui avaient cette même intention, j'avais plutôt l'impression que globalement les gens étaient plutôt froids, réticents par rapport à ça. Donc ça m'a touchée positivement aussi de voir que ça réveille aussi, je trouve, même chez les hommes, hein, mais aussi chez les femmes, ce côté... elle disait ancestral, ouais vraiment quoi, ça nous reconnecte à ça, et même en parlant comme ça dans la rue finalement, voilà, ça les ramène à ça les femmes aussi quand on leur en parle quoi. Et puis ce qui m'a aussi interpellée, c'est d'entendre les peurs des gens qui disent oui ça a l'air bien, mais bon quand même ça peut vite tourner en catastrophe, comme si, moi je trouve que ça traduit un peu une méconnaissance de ce que c'est l'accouchement à domicile, comme si c'était une espèce de prise de risque comme ça inconsidérée qui pouvait à tout moment basculer, alors que non, on n'est pas en insécurité et si ça va pas, oui, on peut faire quelque chose quoi. On va à la maternité, on agit, voilà. C'est vrai que je vous rejoins Marion, parce que moi quand j'ai voulu faire ce reportage, c'était justement pour toucher ce point-là. Oui. Parce que quand je disais je vais accoucher à la maison, il n'y aura pas de sage-femme. Si. Mais alors tu fais pas de suivi de grossesse? Si.
aussi. Voilà, donc j'aimerais vraiment, c'est vraiment pour faire comprendre aux gens que on n'est pas des nanas inconscientes. C'est hyper cadré, même peut-être voire plus, parce que jusqu'au dernier moment, on ne sait pas si, et d'ailleurs on l'a vu dans le cas d'Elsa, on ne sait pas si on va accoucher à la maison. À tout moment, il peut y avoir un liquide amniotique teinté, une prise de sang pas bonne, enfin, à tout moment, on peut basculer à la maternité. Et ce que j'aimerais, c'est que, dans l'idéal, mais ça, je serais très idéal de penser ça et de vouloir ça, c'est que quand on arrive à la maternité, parce que ça m'est arrivé après une naissance de mes enfants, on soit accueilli, pas accusé. Hein, vous avez coupé le cordon, vous avez encore attendu pour couper le cordon. Puis vous l'avez refroidi. Évidemment, on s'est amusé à la refroidir. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait ce reportage. Et c'est vrai que finalement, c'est pas aussi tabou que ça. Non. Ouais, c'est étonnant. Voilà. Moi, vraiment, ça me touche beaucoup parce que de voir autant de réactions positives et genre, c'est normal en fait, l'accouchement, et pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le faire chez nous après tout? Parce que vraiment, je ressens que c'est ce qui se passe en ce moment. Qu'on aurait fait ce reportage il y a 2-3 ans, sans doute il n'aurait pas été le même. Vraiment, les mœurs sont en train de changer par rapport à la naissance naturelle. On le voit à l'hôpital, ce que tu décris là, ça n'existe plus. Enfin, moi, quand je vais à l'hôpital, je suis hyper bien reçue. Les sages-femmes qui m'accueillent avec mes patientes, elles me disent on va tout faire pour qu'elle soit contente, qu'on respecte au maximum son projet de naissance, même si on transfère et que du coup, c'est pas le projet initial. Mais voilà, vraiment, ce regard, il a changé. On nous accuse plus de faire n'importe quoi. Et il y a beaucoup plus de curiosité. Ah ouais, et du coup, vous faites comment ça vous faites comme ça? Ah bah c'est super. Enfin, vraiment, je trouve que ça a vraiment beaucoup changé. Chouette. Donc il y aurait peut-être un éveil de conscience. Je sens ça. De naissance. Ça, c'est une belle nouvelle. Ça, c'est chouette. Moi, j'avais vécu aussi, pour ma dernière qui est donc née il y a 2 ans, qu'à la maternité, lorsque j'avais fait tout ce protocole d'aller faire les entrées, d'aller voir l'anesthésiste au cas où, j'avais été plutôt bien accueillie. L'anesthésiste m'avait dit je souhaite de ne pas vous croiser au bureau des entrées. C'était tout à fait, il y avait une case pour ça. Oui, bien sûr. Et je me suis sentie bien accueillie pour ça. Je pense que ça dépend vraiment des endroits. Parce que moi, pour ma première, quand j'ai vu l'anesthésiste, il m'a dit oui, de toute façon, vous dites ça, mais vous l'aurez quand même la péridurale comme toutes les autres. Et en fait, je suis pas sûre que ce soit partout. Elle a 4 ans, elle est pas... Ouais, mais moi, en 4 ans, mais oui, je pense que ça a beaucoup changé. Mais je pense que les gens se tournent peut-être un peu plus aussi vers des choses plus naturelles dans le quotidien, enfin, en règle générale. On voit en ce moment avec les violences obstétricales, dont on parle dans les grands médias. C'est moins tabou, peut-être. Carrément. Du coup, là, d'un coup, on se rend compte qu'en fait, il y a plein de femmes qui en souffrent. Ah tiens, zut, alors ça allait peut-être pas comme on faisait. Il y a vraiment ça qui est en train de se passer maintenant. Et ça change et ça va vite. Moi, par contre, j'avais ressenti il y a 2 ans et demi, quand Jasmine est née, je suis allée à la maternité, bébé dans les bras parce que je n'avais pas expulsé le placenta. Et il y avait beaucoup de peur quand même avant, quand j'avais dit pour la préparation du dossier, tu décrivais que j'allais venir accoucher mais sans péridurale. On me disait, mais vous, antécédent de césarienne, vous allez mettre les équipements en difficulté, arrêtez de croire que ça va être possible. Et je leur disais, mais je crois rien, je sais que ça va le faire. Et réellement, je sentais qu'il y avait beaucoup de peur. Et par contre, quand je suis arrivée avec mon bébé dans les bras, j'ai eu un accueil à l'arrivée du marathon, quoi. pas par l'interne, c'est sûr. Par l'équipe de sage-femme. Donc c'est du réconfort alors à l'arrivée du marathon. C'était ça, je ne m'attendais pas à ça et c'était extrêmement plaisant de voir ça. Je voulais vous demander, mesdames les sages-femmes, comment on prépare une femme qui va accoucher à la maison? Est-ce qu'il y a vraiment une préparation ou est-ce que ça se fait, ça se chemine pendant 9 mois, tranquillement? Est-ce que parfois vous vous dites, ouh là là, je ne sais pas si ça va être possible?
parce que cette femme, je la sens pas assez forte pour accoucher à la maison, mais laissez-la faire, on va la laisser faire, on va voir. Comment vous guidez ces femmes-là qui vous dites « je veux accoucher » ou du moins tenter d'accoucher à la maison? Alors, d'abord, juste une petite correction. Moi, j'accompagne des mamans qui souhaitent accoucher naturellement, donc sans péridurale, en plateau technique, mais en louant une des salles par le biais d'une convention à la maternité en Savoie, là. Et j'ai envie de dire, j'ai pas l'impression que ce soit que moi qui la prépare, en fait. Il y a une grande partie où c'est la femme qui se prépare. Et c'est marrant parce que sur le trajet avec la personne qui m'a accompagnée ici, qui est sans rapport avec, qui n'est pas une des personnes qui est présente là, on parlait d'une femme qu'on connaît en commun et je lui disais, écoute, quand je l'ai rencontrée au début de sa grossesse, je me disais, mais je sais pas, je la sens pas vraiment prête à une naissance naturelle et je pense qu'il va vraiment falloir la faire cheminer lorsqu'on va faire les cours de préparation à la naissance ensemble. Et là, depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, on débute les cours de préparation à la naissance. Et dans les réflexions qu'elle a, dans les échanges qu'on a, je me dis, mais ce parcours, elle en a déjà fait les 3/4 par elle-même. Donc, il y a vraiment une part qui est faite par la maman. Et effectivement, on vient largement compléter, donc plus ou moins, en fonction d'une femme à l'autre, en fonction de si elle a déjà donné naissance ou pas. Et si elle a déjà donné naissance, est-ce que c'était une naissance naturelle ou pas? Quel lien elle a avec les capacités de son corps? Quelle confiance elle a en elle-même? Quelle peur elle a autour de la naissance? Autour de sa force, de sa puissance, de sa féminité aussi, hein, parce qu'il y a ce côté-là. Et puis après, voilà, on chemine pour en arriver à ce que le jour J soit prête pour accoucher naturellement. Ouais. Vous diriez qu'il faut 9 mois pour faire une maman? Bah, dernièrement, j'en ai une qui accouche à 8 mois. 8, 9 mois, voilà, il faut certainement... S'il faut 9 mois, des fois il faut plus parce qu'on sent parfois, on les voit, elles viennent, elles ont eu un certain nombre de mois avant d'être enceintes pendant lesquels ça a déjà cheminé, hein, où elles savent depuis toujours qu'elles vont accoucher par elles-mêmes naturellement ou chez elles. Et pour d'autres, effectivement, ça va germer plus tard pendant la grossesse, comme Delphine le citait tout à l'heure, finalement c'était au cours de sa préparation qu'elle s'est dit que ça allait être à la maison. Hein. Je ne sais pas s'il y a un délai, c'est tellement différent d'une femme à l'autre, d'un couple à l'autre, d'une famille à l'autre. Je ne sais pas, Marion, ce que tu en penses. Je suis d'accord avec toi. C'est unique à chaque fois. Il y a la femme qui arrive en début de grossesse, on se dit waouh, elle a vraiment du chemin à faire si jamais on arrive à accoucher à la maison. Et il y a celle qui arrive à, j'en ai eu une là, à 8 mois et demi. Au fait, vous seriez d'accord pour m'accompagner pour un accouchement à la maison? Bah ouais, mais il va falloir qu'on se voit quelques fois quand même avant le jour J. On voit tout. D'accord. Et les papas, comment ils accompagnent ces mamans? Ils sont là, ils sont pas là? On voit tout. Tous les papas. Vous essayez de les accueillir? Il y a un accueil spécifique papa ou on accueille le couple et l'histoire du couple? Parce qu'un couple, c'est une histoire, c'est deux familles, deux éducations différentes. Oui, c'est vrai que c'est un couple, c'est deux personnes. Moi, je ne fais pas spécialement d'entretien avec le papa tout seul, sauf si j'en ressens le besoin ou que lui-même l'exprime, ce besoin. Sinon, effectivement, j'ai par contre besoin de rencontrer le couple. J'aime bien au moins 3 fois pour que je vois aussi comment ils fonctionnent entre eux, pas seulement pour voir où en est le papa dans son cheminement, de soutenir sa femme dans le projet d'accouchement naturel, c'est aussi sur le fonctionnement du couple. Ouais. Vous avez rencontré un jour un couple où le papa était complètement contre le projet de sa femme? Bien sûr. Et dans ce cas-là, c'est pas possible. D'accord. Et là, vous dites... ça me paraît vraiment important que ce soit OK pour les deux parents, quoi. Moi, je peux pas accompagner un couple où il y en a un des deux qui est pas partant. C'est pas possible. Ça paraît logique. Et d'accord. Bon. Annabelle, vous parliez tout à l'heure des accouchements en plateau technique. Vous pouvez nous en dire un peu plus, savoir comment ça se passe?
Oui, je suis contente que tu poses cette question, Émilie, parce que malheureusement en France, les femmes enceintes ne sont pas informées de toutes les possibilités qu'elles ont d'accouchement, au fait, et de choix du lieu d'accouchement. Donc, Bérénice, tu disais tout à l'heure que la première fois c'était dans une grosse maternité, la seconde fois tu as choisi une plus petite structure. Bon, déjà il y a le choix de la taille de la structure, effectivement. Est-ce qu'on va coucher dans une maternité qui fait beaucoup de naissances ou dans une plus petite structure? Est-ce qu'on va dans une maternité publique? Est-ce qu'on va dans une clinique privée? Donc ça fait déjà des choix. Donc ça, généralement, les patientes, elles savent ces possibilités-là. Ce qu'elles savent moins, c'est qu'on peut aussi choisir d'accoucher dans une maison de naissance. Donc ça fait 2 ans. Ouais, c'est assez récent et ce choix n'existe pas partout en France, mais en Rhône-Alpes, on a cette possibilité d'accoucher en maison de naissance. Donc là, ce sont des structures qui sont entièrement gérées par des sages-femmes pour aussi des grossesses à bas risque et des accouchements naturels de A à Z. Et on a aussi la possibilité d'accoucher en plateau technique. Donc là, la sage-femme vient au sein d'une maternité qui loue une de ces salles de naissance, qui souvent est une salle dite salle nature, avec des équipements qui permettent de favoriser la mobilité de la patiente. Il peut y avoir une baignoire. Il peut y avoir une baignoire, il peut y avoir des ballons, des moyens de suspension, des petits sièges spécifiques. Donc ça, voilà, c'est la possibilité plateau technique une fois que la naissance a lieu. Donc en fonction de la convention qui est signée avec la maternité, soit les suites de la naissance vont être gérées au domicile de la patiente par la sage-femme qui l'a accompagnée, soit il y aura un court séjour à la maternité avant que la patiente regagne son domicile avec son bébé. Et puis également, on a ce choix de l'accouchement à domicile avec une sage-femme, parfois c'est même 2 sages-femmes qui viennent pour épauler la patiente lors de la naissance de son bébé à son domicile. Et du coup, donc, dans ce cas-là, forcément, les suites de la naissance vont avoir lieu aussi à domicile dans le cas où il n'y a aucune complication pour la mère et pour l'enfant. Pour un départ, ce qu'on appelle un départ prématuré de la maternité, donc un départ juste après, 2 heures après la naissance, c'est ça? Quelles sont les conditions à remplir? Bien, on va examiner la mère et l'enfant, et si tout est bien pour l'examen clinique de la mère et pour l'enfant, si évidemment il n'y a pas d'hémorragie, si l'enfant s'est parfaitement adapté à la vie extra-utérine, qu'il a un bon teint, voilà, on va être plus prudent effectivement si c'est un bébé qui a un gabarit assez spécifique, mais du coup... là, on est souvent... c'est assez rare, au fait, qu'il y ait une complication juste après l'accouchement qui indique de devoir rester à la maternité. Mais c'est vrai que c'est pas non plus inexistant. Donc ça aussi, ça fait partie de la préparation à la naissance dont on parlait tout à l'heure. C'est qu'on va bien spécifier tout au long de la préparation à la naissance qu'on a ce projet de naissance accompagné avec un accouchement à domicile ou bien en maison de naissance ou bien en plateau technique. Mais à tout moment, on peut avoir un changement de projet parce que à l'examen ou lors d'un examen paraclinique, tu disais tout à l'heure une prise de sang ou au décours d'une échographie, on peut déceler une anomalie qui va nous indiquer à devoir médicaliser davantage soit le suivi de la grossesse, soit l'accouchement, soit les suites de la naissance. Alors, j'aimerais m'adresser à toi, à vous Marion. Vous avez accouché pour votre 2e enfant, donc le petit Soren qui a 4 mois aujourd'hui, en maison de naissance. Alors, j'ai envie de comprendre comment on arrive en maison de naissance, comment on est guidé jusqu'à cette maison et quel est le confort, les avantages, les inconvénients de cette maison. Je dirais que pour expliquer ce choix, il faut peut-être parler du premier accouchement qui s'est fait en partie à domicile. Enfin, mon souhait c'était d'accoucher à domicile. La première partie de l'accouchement s'est fait à domicile et puis finalement on est parti à la maternité. C'est pas quelque chose que j'ai forcément mal vécu dans la mesure où quand on est parti, j'en étais un peu au point où de toute façon je voyais plus ce que je pouvais faire d'autre. Du coup pour moi c'était ok d'y aller.
Et en fait, ça m'a pas du tout dissuadée de recommencer à domicile la deuxième fois. Par contre, mon compagnon était un peu moins chaud pour le domicile la deuxième fois. Bien que, en fait, la partie qu'il a le plus mal vécu pour le premier accouchement, c'était la partie à l'hôpital et non pas la partie à la maison. Voilà. Mais voilà, ça a été une discussion entre nous. Moi, je voulais absolument réaccoucher à la maison. Lui, il n'était pas chaud. Et je ne pouvais pas renoncer. Et on était un peu bloqués comme ça. Et j'ai pensé, en fait, à la maison de naissance dont j'avais entendu parler, en fait, je sais pas, dans le courant de l'année précédente. Et qui en fait était c'est la même sage-femme qui m'a accompagnée pour la première grossesse qui travaillait dans la maison de naissance, avec qui je suis complètement en confiance. Et du coup je me suis dit bah voilà, ça pourrait être un compromis que j'accepte parce qu'à la maison de naissance je sais que je peux accoucher comme si j'étais chez moi et que voilà, si tout se passe bien et que si voilà, pour une raison ou pour une autre et ben, on a besoin de la maternité, elle est derrière la porte du fond du couloir. Donc on est allé visiter et en fait voilà, pour moi c'était ok, je me suis sentie bien, je me suis dit c'est comme à la maison, vraiment. Et mon compagnon a aussi, je crois, été complètement en confiance tout de suite et sachant qu'en plus on connaissait la sage-femme, que voilà, et du coup on est parti là-dessus. Voilà. D'accord. Et Sorel est né à la maison de naissance. Il est né à la maison de naissance. Et vous êtes resté un petit peu après ou pas? Alors on est resté, il est né en fin d'après-midi, on est parti à 21h, en fait on est rentré chez nous pour nous coucher quoi. D'accord. Le soir, ouais. On accouche quand même. En fait, voilà, c'est pas parce que c'est un accouchement naturel qu'on projette d'accoucher à la maison, du coup, zen et tranquille et que ça va pas faire mal du tout. En accouchant naturellement, on donne toutes les chances que les processus qui permettent que la douleur, la sensation des contractions soit perçue le moins douloureusement possible. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est tellement puissant ce qui vient se passer dans le corps de la femme lors de l'accouchement que, effectivement, quand c'est en premier bébé, en plus, la femme devient mère. Donc, c'est pas non plus juste un petit bouquet de fleurs que d'accoucher à la maison ou d'accoucher naturellement. Mais ce qui est drôle, c'est que j'avais essayé de lui faire comprendre plein de fois en fait, et qu'elle me disait oui, non mais je me sens hyper prête. Bon, bah, je dis bah chouette. Les 8 premiers centimètres de dilatation pour moi sont passés très vite et tout ça, et je m'en souviens de cette douleur-là, alors que mon fils, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas, c'est accouché derrière. Je sais pas si c'est le fait qu'on respecte notre corps et que ce soit la nature. Et je sais pas, après je pense que chaque personne. Et je pense qu'il y a les mémoires du corps aussi. Même pour l'accueil du bébé, je pense qu'au niveau du yoni, il y a quelque chose d'important. Alors pour finir ce joli temps de parole, je vous laisse, les mamans, les sages-femmes, un peu donner votre mot de la fin. Ce que vous aimeriez, vous avez vraiment tant à cœur à dire sur ce sujet. Moi, il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans cet accompagnement à domicile ou physiologique. C'est quelque chose que j'ai découvert en tout cas chez les sages-femmes et chez dans leur pratique. C'était le côté qualitatif de l'accompagnement. C'est-à-dire que finalement, je me sentais en sécurité avec une sage-femme qui ne mesurait pas spécialement le col, qui ne posait pas des points sur un graphique, parce qu'elle m'avait dit d'emblée, ok, je peux poser des points sur un graphique, mais je ne sais pas quoi en faire. Alors que par contre, j'ai plein d'autres outils dont je peux me servir. C'est quelqu'un qui fait du cas par cas, et du coup, moi, ça me rassure énormément. Et je me suis dit, finalement, un accouchement physiologique comme ça, avec une sage-femme qui est expérimentée, elle peut se permettre de faire du qualitatif, et c'est ça que je veux. Et est-ce qu'en maternité, on peut se le permettre? Où est-ce qu'on place la responsabilité? Finalement, là, c'est simple, il y a une maman, un papa et une sage-femme, et c'est plus facile de poser sur la table les responsabilités de chacun et d'y aller. Dans une maternité, ça me semble, en tout cas comme c'est à l'heure actuelle, plus délicat,
plus protocolaire parce qu'on cherche à se déresponsabiliser ou à se protéger, et ça me semble important aussi. Mais c'est plus délicat, effectivement, c'est moins simple. Est-ce que vous avez une anecdote à nous faire partager, quelqu'un a accouché naturellement, pas naturellement, une anecdote rigolote? Moi, je veux bien juste dire que à l'heure actuelle, il y a encore la moitié de notre famille qui n'est pas au courant. Qu'on a accouché en maison de naissance, du côté de mon conjoint en fait. Et du coup, bah voilà, parce que ça illustre bien en fait ce qu'on voyait tout à l'heure dans le micro-trottoir, c'est qu'il y a tellement de peur que c'était pas, on pouvait pas le dire en fait, parce que sinon on aurait été bombardé par, on avait un peu tâté le terrain, puis finalement on a vite fait demi-tour, et voilà, et il y a une partie de la famille qui le sait pas. Et qui le saura probablement jamais, hein, sauf si il tombe malade. C'est ça. Mais voilà. Et ça a l'air souffrant. Alors, moi non, parce que c'est pas de mon côté. Maintenant, je pense que ouais, pour le papa, je pense que c'est pas confortable. Ouais. Pourtant, c'était une maison de naissance. C'était une maison de naissance, voilà, vraiment la maternité elle est dans le bâtiment. Hein, oui, donc c'est pas quelque chose de complètement insécure. Non, mais bon, voilà. C'est compliqué en ouais. Et bon, encore pour l'anecdote, hein, c'est aussi une famille de médecins. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, je trouve que ça... Enfin, moi, ça m'a mis longtemps dans une posture difficile. Me dire, bon, bah, je veux faire comme ça. C'est mes enfants, c'est mon couple, c'est mon corps. Mais je dois faire avec ça. Voilà. C'est ça, c'est votre corps. Ben, On voit fréquemment des couples où il y a des personnes autour du couple qui ne vont pas pouvoir entendre ce projet d'accouchement naturel. Parfois c'est fait des médecins, mais pas forcément. Et des fois c'est parce qu'il y a eu un incident lors d'une naissance, mais des fois même pas. C'est juste voilà, des peurs qu'on met autour de la naissance, le fait de donner la vie. Et je pense qu'il faut les respecter, et c'est ce que vous faites en maintenant le silence pour le moment, et puis voilà, après il va y avoir des années qui vont s'écouler, peut-être ça évoluera, et peut-être aussi l'évolution sociétale dont Marion parlait tout à l'heure, ils vont être sur votre faveur. Et peut-être vos enfants ils diront un jour à leur grand-mère où est-ce qu'ils sont nés. C'est très probable, Mais c'est vrai que c'est mal accueilli par beaucoup de gens du milieu médical. Voilà. Donc, je sais que j'ai des enfants qui sont nés à la maison, il y en a 2 qui sont nés dans les grosses villes, donc sur le carnet de santé ça passe à l'as, et il y en a une qui est née dans un tout petit village, et j'ai des médecins qui sont tombés dessus. Et là on est obligé de mentir, ah non mais c'était eh ben on n'a pas eu le temps. De mentir sur ce sujet-là, bah moi ça me gêne. Moi je suis pas à l'aise avec ça. Et puis aussi les interprétations, je pensais à... J'ai le même exemple que Marion. Finalement, nous, le deuxième enfant est né à la maison. Et par choix, par hasard, enfin peu importe, en tout cas, il y a eu un certain délai, il y a eu un travail, etc. Et quand mon compagnon l'a annoncé à son papa, il lui a expliqué que finalement, on avait décidé de l'accueillir ici. Et son papa a interprété que c'était allé trop vite, qu'on n'avait pas eu le temps d'aller à la mat, qui est à peu près à 5 minutes en voiture, un peu moins je pense. Du coup c'est très mignon parce qu'en fait on n'a pas cherché à mentir, par contre c'était pas entendable pour lui. Alors il a fait sa version par lui-même, c'était très mignon. D'accord. Quelqu'un veut rajouter quelque chose avant qu'on termine? Moi je trouve quand même vraiment, je reviens sur le fait que ça change parce que je trouve ça très puissant. Ça fait pas très longtemps que j'accompagne les naissances à domicile, 2-3 ans. Et avant, je me sentais pas capable de le faire, pas techniquement, mais je me sentais pas capable de supporter le regard de mes pairs sur cette pratique-là. De dire à une sage-femme que je croise, moi je fais des accouchements à domicile. Je me sentais pas du tout capable. Et aujourd'hui,
quand je croise des sages-femmes et je leur dis bah moi je fais des actions à domicile, j'ai l'impression qu'elles ont des petites étoiles dans les yeux. Alors c'est peut-être moi qui les vois, hein, mais j'ai l'impression que ce regard il a changé vraiment en profondeur. Et même les médecins, ça change quoi. D'accord, ça c'est un beau mot de la fin. Ça me plaît bien en fait. Ces petites étoiles d'avenir. Voilà. Ben, je tenais à vous remercier toutes d'être venues, d'avoir apporté autant d'attention à ce reportage qui est le vôtre, pour que vous puissiez vous exprimer et qu'on ait un petit peu encore plus d'étoiles dans les yeux quand on dit « j'ai accouché à la maison » et qu'on ne me regarde pas en disant « qu'est-ce que vous avez comme courage ?» Aucun courage. Pour poursuivre cette aventure, nous avons donné la parole au papa. Donc, restez avec nous, nous allons les écouter attentivement.